Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Pierre Conesa. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, ancien juge, ex-dirigeant d'intelligence et ex-dirigeant d'intelligence économique. Monsieur Conesa, l'actualité oblige. Nous vivons un monde, et surtout au Moyen-Orient, un monde qui a bougé et a bougé énormément, et avec deux pays arabes qui se trouvent côte à côte dans un certain nombre d'actions menées dans plein de pays, notamment au Yémen, bien entendu en Libye et en Syrie et d'autres. C'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, dans un climat géopolitique très antagoniste. Votre question est difficile parce que je crois que les intentions des deux et les modalités d'action des deux pays que vous citez ne sont pas tout à fait les mêmes. L'Arabie Saoudite, c'est toujours considéré comme le grand frère auquel les autres Émirats du Golfe devaient plus ou moins faire soumission. Or, c'est pas d'abord le processus qu'on a constaté ces derniers temps. Il semble qu'au contraire, Mohammed Ben Salman soit un peu sous l'influence de Mohammed Ben Zayed, le prince héritier des Émirats. Et donc, ce rapport de force qu'on pourrait penser prévalent pour l'Arabie Saoudite n'est pas tout à fait l'analyse qu'en font les observateurs. Bon. Ils ont tous les deux des intentions, avec des ambitions différentes. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, depuis pratiquement sa création, a fait une diplomatie religieuse que j'ai essayé de décrire dans mon livre sur Dr Saoud et Mr Djihad, sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a une intention ancienne et planétaire de diffuser l'aversion de l'islam salafiste, puisque c'est ce qui est même dit dans la constitution de l'Arabie Saoudite. Et donc, avec une cible première qui est, après avoir combattu le nationalisme arabe et avoir déstabilisé Nasser, c'est maintenant de combattre le chiisme un peu partout dans le monde arabo-musulman. Pour les Émirats, l'ambition, je crois, est plus limitée et en même temps plus efficace. C'est-à-dire que, comme l'Arabie Saoudite, elle développe une espèce de politique contre les frères musulmans, qui est une politique beaucoup plus efficace et beaucoup plus active que ne fait l'Arabie Saoudite, qui est dispersée un peu sur trop de sujets. Et donc, si les deux pays se sont entendus pour frapper sur les Houthis au Yémen, il est évident que le pilote semble être les Émirats Arabes Unis, qui ont finalement décidé unilatéralement de se retirer du conflit, d'essayer de normaliser avec l'Iran. Donc, on a bien des acteurs qui jouent un rôle de déstabilisation, mais avec, à mon avis, des objectifs et des méthodes différentes. Et selon vous, la méthode émirati, donc surtout émirati, elle défend ses intérêts, j'ose dire, quelque part, parce que simplement ils ont bien compris qu'il s'agit d'un petit pays, et surtout l'Iran brande ses menaces. Donc au jour au lendemain, l'Iran il est capable d'envahir les Émirats Arabes Unis, tout le monde le sait ça. Mais selon vous, pourquoi cette tentative des Émirats Arabes Unis de s'allier avec l'Arabie Saoudite, ou bien de se mettre l'Arabie Saoudite sur la djellaba, ce n'est même pas le menton, c'est la djellaba saoudite, pour grignoter des points positifs par rapport à sa géopolitique, soit sur la région, mais aussi surtout son importance de présence, notamment européenne, sur le plan religieux. Oui, mais je crois que, si vous voulez, l'alliance de circonstances qu'ont fait l'Arabie Saoudite et les Émirats visait effectivement l'Iran de manière indirecte, c'est-à-dire les Houthis au Yémen. Et donc, on n'avait pas une stratégie commune. La meilleure preuve, c'est que finalement, moi, j'analyse le changement d'attitude des Émirats Arabes Unis comme la conséquence de la frappe des missiles dont on ne connaît pas tout à fait l'origine géographique, mais qui ont frappé les installations pétrolières saoudiennes. C'est-à-dire que
l'Iran a réussi à montrer que même malgré les pressions et les annonces américaines, ce ne serait pas une espèce de victime expiatoire qui se laisserait faire, si vous voulez, s'il y avait un conflit. Et par cette attaque, on a montré l'extrême fragilité des pays du Golfe qui sont de l'autre côté du Golfe Persique, du Golfe arabo-persique. Et donc, pour les Émirats qui n'ont pas la profondeur stratégique de l'Arabie Saoudite, c'est une espèce de message indirect qui explique probablement qu'il faut faire beaucoup plus attention aujourd'hui. Est-ce que pour autant, ça va leur faire changer leur stratégie européenne et leur stratégie dans l'ensemble de la planète? Ça, je n'en sais rien parce que, au moins du côté de l'Arabie Saoudite, que je connais mieux, il y a une telle, inertie sociologique, notamment de toute la hiérarchie religieuse, qui probablement n'a pas du tout l'intention de freiner ses ambitions planétaires uniquement à cause des risques de conflit. Écoutez, en Europe, on voit ça, hein, on voit avec le retour de l'Arabie Saoudite sur le champ religieux, après cette offensive émiratie qui a changé de direction maintenant vers la Russie. Oui, mais si vous voulez, c'est plutôt la Russie qui a trouvé cette opportunité de venir se positionner, encore une fois, dans un monde où vous avez remarqué que la stratégie de Trump... Allô? Oui, je vous entends. entends. J'ai cru que ça avait coupé, oui. Non, je vous on a le sentiment que Trump a eu un peu, comme toutes les autres attitudes qu'il a souvent adoptées, c'est je fais un pas en avant et puis un pas en arrière. Bon. Et dans le contexte, si vous voulez, de ce tir de missile qui a quand même détruit 2 sites pétroliers importants, on a eu le sentiment que finalement les Saoudiens n'étaient plus aussi certains, si vous voulez, de la garantie de sécurité américaine, et même d'ailleurs, du sérieux de la position de Trump, qui est un type qui peut changer d'avis du jour au lendemain. Bon. Et donc les Émirats, qui encore une fois ont une espèce de passé politique beaucoup plus consistant, ont pensé qu'il valait peut-être mieux se retirer de cette alliance extrêmement fragile entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et en tout cas se mettre dans une position que je qualifierais peut-être plus de gaullienne, si vous voulez, qu'américaine dans leur stratégie locale. Autrement dit, l'Arabie Saoudite, c'est votre droit au mur. J'en ai un peu le sentiment, mais en même temps, c'est vrai que les Saoudiens se sont tellement engagés dans une espèce d'offensive verbale sur la menace iranienne, etc., qui évidemment a trouvé écho chez Trump, qui ne demandait que ça. Vous avez vu son discours à l'ONU. Il accuse l'Iran d'être responsable des attentats terroristes, alors qu'on sait qu'en France, en particulier, les 240 morts et les 900 blessés de 2015 sont pas faits par l'Iran, ils sont faits par l'Arabie Saoudite et le salafisme. Donc, si vous voulez, on sait qu'on a 2 menteurs. Enfin, on a trois personnalités extrêmement dangereuses. Bon, Trump, je vous l'ai décrit en 2 mots. Mohamed Ben Salman, c'est un fils de dictateur. Un fils de dictateur, c'est toujours plus dangereux qu'un dictateur. Et puis, on a en face, effectivement, une hiérarchie religieuse chiite qui s'appuie sur les passes d'Aran, qui sont probablement, eux, dans une position aussi très dure, en se disant qu'après tout, dans un conflit, ils auraient peut-être un certain nombre d'atouts à jouer. Donc, on est dans une dynamique dans laquelle j'espère que les Européens, d'abord, prendront leur distance, en disant que cette guerre, on peut l'éviter, c'est ce qu'a tenté de faire le président Macron, exact. Et puis que surtout, il ne faut pas s'en mêler. Il ne faut surtout pas se lancer, encore une fois, dans une garantie de sécurité qui aura des conséquences, à mon avis, planétaires. Hein. Vous savez, l'essentiel du pétrole du Golfe s'en va en Chine. Bon, je vois mal les Chinois accepter que, si vous voulez, pour des états d'humeur de Trump, il y a une espèce de conflit qui bloque tout l'approvisionnement pétrolier de l'Extrême-Orient. Les Chinois ont déjà envoyé des bateaux de guerre dans le Golfe. Hein. Ils ont montré qu'eux aussi avaient une marine de haute mer, et donc ils pouvaient penser, comme nous l'avions fait d'ailleurs nous-mêmes, à protéger leur ligne d'approvisionnement énergétique. Donc, vous voyez, on est dans une alchimie qui est quand même très, très dangereuse. Et notamment avec la présence chinoise sur ces zones. Il y a un autre pays qui parle pas trop, mais qui bouge énormément sur la région, et c'est la Russie. La Russie avec cette présence physique en Syrie, et en même temps cette relation un petit peu avec tout le monde, avec tout le monde, hein, donc il est contre personne, mais avec tout le monde, il parle avec tout le monde. Et même ce matin, j'ai entendu une interview de M. Poutine sur une chaîne télé, et une question qui a été posée dans ce sens. Qu'est-ce qu'il peut faire, le Poutine, ami de tout le monde? Est-ce qu'il peut jouer un rôle de modérateur ou un rôle qui peut amener les uns et les autres? Il a dit non, on ne peut pas le faire comme ça. Je crois qu'il a tout intérêt à d'abord se montrer au-dessus du conflit, et donc à montrer qu'il peut être un homme de médiation, d'intermédiation, de bon rapport avec tout le monde, parce qu'encore une fois, si vous voulez, la catastrophe qu'ont laissé les Américains derrière eux en Irak
Et puis, pareil, l'état de délabrement de la Syrie, si vous voulez, fait qu'aujourd'hui, aucun État occidental ne peut prétendre qu'il peut parler avec tout le monde. Et donc, effectivement, Poutine a très très bien joué. Et il a aujourd'hui des contacts des deux côtés du Golfe arabo-persique. Il a des contacts avec les anciens pays qui sont en cours de reconstruction. Et encore, on n'est même pas sûr que la reconstruction va se faire dans des conditions pacifiques. Donc, c'est vrai qu'il apparaît comme l'homme fort, si vous voulez, maintenant du dispositif régional. On a parlé comme quoi ces deux pays, ce sont deux pays déstabilisateurs de la paix un petit peu, surtout notamment au monde arabe. Mis à part ce qu'on vient de dire, y a-t-il une autre raison qui peut rendre à notre auditoire une clarification plus avancée, notamment géopolitique, voire géostratégique des grands? Ben, je crois que, désolé, il y a deux échelles de lecture. Bon, il y a une échelle planétaire, je vous l'ai dit, c'est l'Arabie Saoudite qui, pratiquement depuis sa fondation, a eu comme vocation de propager sa version de l'islam. Et rappelez-vous que dans les années 60, l'ennemi de l'Arabie Saoudite, c'était le nationalisme arabe, c'était Nasser. Hein. Donc, l'Arabie Saoudite a fait tout ce qu'elle a pu pour déstabiliser Nasser. Et puis finalement, comme le socialisme arabe avait triomphé en Algérie, en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une fin de règne. Et donc, il ne reste quasiment plus de socialisme arabe. Donc, cette première période a été essentiellement consacrée à essayer de réduire l'influence de Nasser, évidemment avec l'appui des Occidentaux, puisque, rappelez-vous, Nasser était par principe un individu dont on supposait qu'il était allié sur Moscou. C'était une erreur d'analyse stratégique absolument incroyable. Et donc, on a considéré que l'Arabie Saoudite était un allié. C'est quand même prodigieux, parce que simultanément, il propageait cette version de l'islam dont on a vu les conséquences terroristes aujourd'hui. Les Émirats, c'est un peu différent. Les Émirats ont une vocation plus locale que planétaire. Et évidemment, ils ont un contentieux sur les îles Abou Moussa et des grandes tombes, si vous voulez, avec l'Iran. Et donc, il était plus facile pour eux de se consacrer à une guerre contre les Houthis que, évidemment, faire la guerre contre l'Iran. Donc, je pense que leur intérêt à eux est un peu différent, c'est-à-dire rester un pays de la stabilité régionale et probablement ne pas contribuer à déstabiliser d'autres endroits de la planète. Je pense que, encore une fois, l'épisode de missiles, si vous voulez, a montré qu'il y avait quand même une extrême fragilité de la rive sud, si vous voulez, du Golfe arabo-persique. Et donc, je pense que les Émirats vont prendre plus de distance encore vis-à-vis de la position de l'Arabie Saoudite. Est-ce que pour autant, ça va aboutir à être moins, financeur de perturbateurs régionaux? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en train de s'interroger sur leur propre sécurité. Donc, c'est un début de fin d'un interventionnisme financier plutôt des Émirats arabes unis dans d'autres pays arabes, et le cas de l'Algérie. Peut-être, encore que ce soit pas, je suis pas sûr, parce que si vous voulez, tant que l'interventionnisme est financier, si vous voulez, à la limite, ça peut être présenté comme une action humanitaire, comme une action de soutien des musulmans d'Algérie paupérisés, enfin ce que vous voulez. Il y a toujours des arguments pour justifier une intervention financière. Mais les Émirats, je crois, ont eu plus d'intelligence, encore une fois, et plus de doigté, si vous voulez, dans leur comportement international. Par exemple, l'Algérie a refusé d'aller dans l'alliance contre le Yémen, en disant très explicitement, il n'y a pas besoin de s'allier avec un pays qui nous a causé les 10 ans de guerre civile. Bon. Donc, si vous voulez, la cible était vraiment l'Arabie Saoudite. Les Émirats ont probablement quelque chose qui, évidemment, est d'une action de pointure moindre et probablement plus discrète et plus habile. Mais est-ce que pour autant ça va arrêter? Encore une fois, je crois que le traumatisme de l'attaque des missiles a été quand même assez fort dans le Golfe. Exactement, mais pas que dans le Golfe, même aussi en Europe. Donc, un peu de recul par rapport à ces forces européennes. Et aussi cette guerre turque avec les Kurdes qui pose un réel problème. Ah ben oui, bien sûr, parce que là, effectivement, Vous avez d'ailleurs un espèce de constat aujourd'hui, c'est que l'Europe, et les Américains d'ailleurs, enfin, encore une fois, il reste à savoir à quoi pense Trump, je sais pas, personne n'est dans sa tête, mais enfin... Moi, je pensais que c'était un bipolaire, c'est-à-dire qu'il y avait des phases d'excitation et des phases de dépression, mais il y en a un médecin qui me dit non, parce qu'un bipolaire, c'est des phases longues. Donc, lui, c'est du trouble de la personnalité. C'est pour ça que d'un jour sur l'autre, il est capable de changer d'avis. Donc, si vous voulez, personne ne peut dire aujourd'hui ce que Trump a dans la tête. Ce qui fait que vous avez effectivement une situation extrêmement volatile, et tout à coup, vous voyez que Trump abandonne ses alliés kurdes, qui ont quand même permis de réduire l'importance de l'État islamique, et les laisse, ouverts au massacre des Turcs. Bon, qu'est-ce que les gens disent dans cette situation? C'est une espèce d'égoïsme. Trump est un impérialo-isolationniste, c'est-à-dire qu'il est capable, si vous voulez, de déclencher une guerre ailleurs et en même temps de dire, bah oui, nous, on n'ira pas, si vous voulez, dans cette guerre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très imprévisible.
il y a quand même autour de lui un entourage de néoconservateurs qui sont extrêmement dangereux, hein, qui sont quand même des gens... Il y a non seulement des néoconservateurs qui ont largement soutenu les équipes Bush dans la guerre d'Irak, mais il y a en plus autour de lui un conseil évangélique, c'est-à-dire de gens qui ont soutenu la guerre d'Irak, et ils soutenaient la guerre d'Irak pour des motifs théologiques, c'est-à-dire que vous savez, les évangéliques, c'est les extrémistes, c'est les radicaux du protestantisme. Ils ont soutenu la guerre d'Irak en expliquant que Saddam Hussein était le nouveau Nabucodonosor, que donc, une fois qu'il serait détruit, le grand Israël pourrait se constituer, et donc le retour du Messie pourrait arriver. Et vous regardez la liste des téléprédicateurs protestants qui sont autour de lui, vous voyez des gens qui ont soutenu explicitement la guerre d'Irak. Donc il y a une alchimie là-bas à Washington qui va au-delà, si vous voulez, de la seule personnalité de Trump. De Trump, exactement, parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants, hein. Mais sauf que Trump vit ces derniers jours du premier mandat. Donc reste à savoir qu'est-ce que ça va donner les prochaines élections, et notamment sa tentative des démocrates envers lui de l'impeachment. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, c'est pour ça que le scénario est grave, parce que si vous voulez, pour éviter l'impeachment, une crise internationale provoquera cette espèce de réaction nationaliste qu'on a dans tous les pays, si vous voulez, quand il y a une menace de guerre. Est-ce que c'est un scénario qu'il pourrait envisager? C'est-à-dire, encore une fois, vous n'allez pas destituer un président alors qu'on est en plein conflit, vous voyez, par exemple. Rappelez-vous quand même que Nixon, c'était après le Vietnam. Les États-Unis s'étaient retirés de la guerre, enfin bon. Donc, peut-être que le scénario du pire, le personnage me paraît suffisamment inquiétant pour ça, le scénario du pire ne peut pas être totalement exclu. Alors, si il ne va pas jusqu'à la guerre, effectivement, tant mieux. On aura à ce moment-là on aura en tout cas la possibilité que la procédure aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'on ait effectivement l'examen des différents griefs qui lui sont reprochés sur ses malversations, ses contacts avec les présidents ukrainiens, enfin tout ça. Mais c'est une procédure longue, hein, et puis n'oubliez pas que le Sénat est majoritairement républicain, donc est-ce qu'ils iront jusqu'à... La question, comme vous dites, rien qui garantit qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas ce choix. Voilà. Donc, rien ne garantit, absolument. Et s'il n'y a pas de garantie, donc supposons qu'il y ait une guerre, les conséquences d'après vous, j'espère que je n'arriverai pas. Quelles sont les conséquences sur cette nouvelle distribution de CATS à travers le monde? Les conséquences peuvent être planétaires, quoi. Ça peut être une troisième guerre mondiale, voilà. Donc, vous avez le résumé en un mot. Oui. C'est-à-dire que c'est véritablement une situation extrêmement dangereuse. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que son entourage lui a demandé de se calmer après l'affaire des missiles. Et puis, vous voyez que finalement, il s'est tellement tempéré qu'il donne le prévient aux Turcs pour massacrer les Kurdes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire comme prévision avec un personnage comme ça aux commandes du pays le plus puissant de la planète? Je sais pas, hein. Moi, je vous avoue que je suis un peu désarmé, hein. C'est vrai. Enfin, je suis pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. C'est ce que je voulais dire, hein. Vous n'êtes pas le seul. Tout le monde est désarmé dans cette situation. Parce que c'est la première fois qu'on vit la géopolitique et la politique par tweet. Ça aussi, hein. Il faut pas. Oui, il y a ça. Mais si vous voulez, il y a aussi un phénomène qu'on avait constaté avec Bush. C'est-à-dire que vous avez au pouvoir des gens qui ne sont jamais sortis des États-Unis. C'est-à-dire de gens qui ont vécu, si vous voulez, le monde, mais comme ça à distance. Je suis pas sûr que, si vous voulez, vous vous souvenez, Bush était simplement allé au Mexique quand il était étudiant, c'était à peu près tout ce qu'il avait fait, et puis il se retrouve à la tête du pays le plus puissant de la planète, et je suis pas sûr que Trump, si vous voulez, en dépit de ses milliards, il fait autre chose que de se balader de capitale à capitale entre hôtel 5 étoiles et hôtel 5 étoiles. Donc, il peut décider sur une carte de la planète, encore une fois soutenu par ces néoconservateurs qui pensent que faire la guerre est la meilleure des solutions, en dépit des échecs successifs en Afghanistan, en Irak, etc. Et puis, encore une fois, c'est les évangéliques sur lesquels il doit s'appuyer pour se faire réélire. Donc, si vous voulez, je vous dis, on est sur un scénario qui est très inquiétant. Je trouve que le président Macron a eu raison de dire il fallait tenter quelque chose avec l'Iran, parce que c'est quand même étonnant de voir où est-ce qu'on en est, quoi. On en est dans une espèce de catastrophe absolue, quoi. Mais on parle de l'Iran, M. Koneza, mais même l'Iran n'est pas assez clair, hein, donc. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, l'Iran, effectivement, en dépit de la révolution, si vous voulez, on l'a vu pendant la guerre contre l'Irak, il y a un sentiment nationaliste très fort en Iran. C'est-à-dire que de toute façon, cette identité perse, etc., fait que même si le régime est mal supporté par la population, le scénario de guerre est évidemment le pire qui puisse lui arriver. C'est-à-dire le scénario de guerre, c'est à ce moment-là, on aura à nouveau l'union nationale, et donc on aura effectivement
encore une fois, une guerre qui sera soutenue avec peut-être plus de retenue que la guerre Iran-Irak, mais enfin, en tout cas, avec une espèce de soutien, encore une fois, qui va chercher dans les racines les plus nationalistes de l'Iran. Mais l'Iran lui-même n'est pas clair, bien sûr. C'est-à-dire que l'Iran, de toute façon, se considère, vous savez, malheureusement, le monde arabo-musulman aujourd'hui est divisé par une guerre de religion. C'est-à-dire que si vous regardez le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Liban, Bahreïn, le Yémen et même le Nigeria, vous avez une guerre sunnite chiite. Donc, bien évidemment, vous avez chacun des deux grands champions qui dit oui, mais moi, je m'occupe des miens. Et donc, on alimente les conflits dans tous ces endroits-là, si vous voulez, pour continuer à faire, continuer à entretenir les conflits et la guerre. Bon, malheureusement, en tant qu'Européens, on peut pas faire grand-chose. C'est dans une guerre, si vous voulez, dans laquelle notre intervention n'a pas la légitimité qu'on pourrait penser. Pourquoi voulez-vous que arrivent des casques bleus au milieu d'une guerre de religion? Personne ne l'acceptera. C'est pas possible. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est voire même impossible que des casques bleus interviennent dans des guerres de religion et surtout cette guerre de religion qui prend de l'ampleur aussi. Hein. Et on le voit et on le constate même ici en Europe à travers des courants religieux et qui posent un réel problème aussi pour la laïcité. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire que vous avez effectivement aujourd'hui des gens qui sont très largement d'ailleurs des purs produits de l'Arabie Saoudite et des Émirats qui contestent la légalité républicaine. De toute façon, vous savez, si vous regardez les obligations du musulman, il y en a que 5, des obligations. Vous les connaissez mieux que moi. Bien sûr, ouais. Tout ce qui a été rajouté par la suite, est-ce qu'on peut serrer la main des femmes, est-ce que il faut se voiler la face, est-ce que machin, etc. Tout ça, ce sont des choses qui ont été inventées pour communautariser le débat et pour le rendre politique. Bon. Or, la République n'avait pas besoin d'entrer là-dedans. C'est-à-dire que la République avait à dire, non, mais attendez, dans les services publics, il y a une laïcité absolue. Laïcité absolue. Ni kippa, ni rien du tout. Voilà. Et donc, en fait, on a commencé à discuter à reculons, à chaque fois en disant, oui, mais finalement, est-ce si important, etc. Oui, c'est très important. Et donc, si vous voulez, les salafistes ont réussi, avec une stratégie du pas à pas, si vous voulez, à faire continuellement reculer la laïcité. Et donc, on est dans des débats qui sont à mourir de tristesse, avec des gens qui vous disent oui, mais finalement, est-ce si important, etc. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je le vois dans les entreprises, vous avez des gens qui, effectivement, encore une fois, progressent, avancent pas à pas. C'est-à-dire, ils commencent par dire il nous faut une salle de prière, il faut interrompre le travail pour les prières, après il faut du repas halal, ensuite il faut des places séparées, etc., pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une progression, encore une fois, qui à chaque fois oblige le gestionnaire de l'entreprise à se justifier, à perdre du temps sur des choses qui ne devraient même pas exister. Et donc, c'est la République qui va être obligée de réagir, et je pense que l'affaire de la préfecture de police a constitué un choc, si vous voulez, très, très important, parce qu'on se rend compte que le cas de cet individu, si vous voulez, de Michael Harpon, c'est pas le fait qu'il s'était converti, mais c'est qu'en général, un converti, il devient rarement soufi, Il devient plutôt rapidement radical. Et donc, si vous voulez, encore une fois, le fait qu'il soit musulman n'était pas en soi un problème. Mais à partir du moment où il commençait à ne plus vouloir serrer la main des femmes, etc., vous aviez les indicateurs, ce qu'on appelle à tort les signaux faibles, mais qui sont des signaux forts d'un type qui est en rupture vis-à-vis de sa société. Donc, cette espèce de complaisance qu'on a observée vis-à-vis de ces signes, qu'on croyait être des signaux faibles, est quelque chose d'important. Encore une fois, on est dans un service public. C'est pas la question à l'extérieur qu'un homme fasse ce qu'il veut dans son espace familial, qu'une femme se voile en marchant dans la rue, tout ça ne pose strictement aucun problème. Et à partir du moment où on est dans une administration publique, dans un espace public, il faut être très intransigeant sur les principes. Voilà, moi, c'est mon sentiment. Écoutez, vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, donc vous êtes quelqu'un qui connaît un petit peu ce milieu, quand même, milieu de la sécurité. Comment vous imaginez, quelle évaluation vous pouvez donner à cet incident sur le plan sécuritaire de l'attentat de Paris? Je crois qu'effectivement, il y a eu ça a montré, si vous voulez, encore une fois, le fait que des services de renseignement qui n'ont pas d'indication politique ferme sur ce qu'ils doivent chercher et la façon dont ils doivent se comporter sont toujours obligés d'être en position de retrait. Bon, vous savez, les camarades de Michael Harpon qui discutaient avec lui, qu'il connaissait, etc. Ça les gênait beaucoup de le dénoncer parce que c'était un type qui était, paraît-il, sympathique, gentil, etc. Il souffrait d'un handicap. Enfin, il y avait tous les éléments qui font que on peut comprendre que les gens aient renoncé, si vous voulez, à le signaler. Mais on arrive à ce résultat incroyable où finalement il va assassiner 4 personnes
Et vous savez, en général, quand vous êtes un agent infiltré, il vaut mieux être sympathique et serviable. Hein. Si vous avez la tête d'un méchant, vous avez peu de chances de réussir dans le métier. Or, lui, c'est un agent infiltré. C'est pourquoi on parle d'infiltration. De fait, on verra à la fin de l'enquête, mais il est évident qu'il y avait quelque chose de très inquiétant dans son comportement, dans le fait qu'il accumulait des informations, etc. Donc, quand même, c'est un point très grave de son comportement. On verra quand l'enquête sera finie. Mais de fait, c'était probablement, comme ce qu'on dit en espionnage, un agent double. C'est-à-dire un type qui est infiltré, qui devait apporter des informations à l'extérieur, et on ne sait pas quelle est l'étendue des informations qui ont été divulguées par Michael Harpon, quand même. C'est vrai, avec cette histoire de la clé USB et cette habilité, quand même, secret défense, c'est beaucoup de choses. Hein. Bien sûr. Et puis, si vous voulez, ça fait porter une espèce d'ombre sombre sur l'ensemble de la communauté musulmane, ce genre de choses. Parce que c'est un type qui avait été recruté, qui s'était converti, qui était à l'intérieur d'un des systèmes les plus sensibles de l'État, et dont on s'aperçoit qu'il est en fait un traître. Vous voyez l'effet incroyable que ça va avoir sur l'ensemble de la communauté, des Français de communauté musulmane. Donc, il y a moi, j'en ai connu qui étaient militaires, qui n'ont jamais refusé un ordre, jamais eu d'un comportement, etc. Mais là, cette affaire-là est un espèce de traumatisme dans lequel il va falloir que, si vous voulez, on fasse rapidement des règles de sécurité très explicites qui permettent de séparer le bon grain de l'ivraie. Et encore une fois, parce que c'est pas l'ensemble de la communauté musulmane. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est que dans sa première affectation, vous savez, de l'imam de Sarcelles, qui passait ensuite à Gonesse, c'est qu'il avait été signalé par la communauté musulmane de la mosquée. Il avait signalé en disant, mais ce type est un radical. Et donc, le principal allié dans la lutte contre le radicalisme aujourd'hui, c'est la communauté musulmane. Ah oui, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Hein. Donc, j'aurais bien besoin de remercier infiniment de le dire, parce que ça. Il y a des indicateurs comme ceux-là qu'on passe un peu sous silence, parce que l'effroi provoqué par le meurtre a laissé ça de côté. Mais moi, vous savez, en 2014, je fais un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France. J'étais invité par des associations gestionnaires de mosquées, par des imams, etc., qui me disaient, mais on voit la poussée salafiste chez les jeunes aujourd'hui, des jeunes qui veulent pas participer à la prière du vendredi, qui veulent essayer de prendre le contrôle de la mosquée, etc. Et ils me disaient, on va en parler au commissaire, au juge et au préfet, et ils nous disent tous, on peut rien faire. Et ça m'a beaucoup frappé. Parce que, si vous voulez, encore une fois, c'est la lâcheté des politiques dont il faut faire le procès. Moi, j'ai participé à des débats après l'affaire de la préfecture de police, où on me disait, oui, mais enfin, comment est-ce possible, etc. Puis les hommes politiques, on aurait dit que la seule chose qui les intéressait, c'était la démission de Castaner. Exact. Et moi, je leur disais, mais attendez, vous êtes tous co-responsables. Vous avez tous été lâches devant la difficulté. Donc, pourquoi voulez-vous qu'avec en changeant Castaner, ça résolve la question? C'est terrible, hein. On avait l'impression qu'une fois que Castaner aurait démissionné, on allait... L'affaire est réglée. Non, loin de là. Monsieur Pierre Conizat, merci infiniment. Il faut bien préciser que vous étiez un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, ancien juge, ex-dirigeant d'intelligence économique. Merci infiniment par rapport à cet éclairage. Hein. Et puis auteur de Dr Saoud et Mister Djihad. Ah oui, justement. De l'Arabie Saoudite. Qui est l'édition de... Chez Robert Laffont avec une préface de Hubert Védrine. Ah, et ben voilà. En plus. Allez, parfait. Merci, monsieur Conizat. Au revoir. Merci, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive.